Bienvenue dans À l'arrache ou quoi, le podcast qui explore la culture agile en entreprise. Je suis Johan Dufour, coach agile chez Equité, et je te propose de plonger dans la culture agile. C'est ta pause pleine d'histoires, d'astuces et de moyens concrets avec des passionnés qui ont du vécu. L'objectif, rendre l'agilité accessible. Ça te donne envie ? Alors abonne-toi pour ne manquer aucun épisode de À l'arrache ou quoi. Prépare-toi à découvrir comment transformer le chaos en succès. Et j'espère que tu vas kiffer ton épisode. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la nouvelle saison, la saison 2 de À l'arrache ou quoi, où on traite des problématiques d'agilité, terrain et plein d'autres trucs. On a une thématique aujourd'hui, alors je vais reprendre la question exacte, qui est assez simple pour une fois. C'est une culture de la qualité, ça se construit à l'arrache. Et pour répondre en tout cas à cette grande question, j'ai la chance avec moi, Nabil Boulerous. Ça va Nabil ? Salut, ça va? Et toi? Ça roule. Est-ce que tu peux te présenter en 2, 3 phrases de 3 minutes? C'est le moment où tu dis qui tu es. Ok, merci. Nabil Bouleirouz. En fait, je travaille pour CGI, où je suis directeur conseil expert. En fait, j'accompagne nos clients sur les thématiques autour de la qualité logicielle dans les contextes agiles. Alors, le rôle de directeur conseil expert est pas forcément explicite, mais Ouais, en qu'est-ce que gros, c'est? ouais, en gros, c'est être référent sur une thématique chez nous, chez CGI. En fait, D'accord. directeur conseil expert. Sur la partie nord, dans Mhm. notre agence à Lille, je suis référent sur la partie testing, plutôt sur des contextes agiles. Euh, D'accord. et donc, je vais aller accompagner nos clients pour mettre en place une stratégie de test qui soit adaptée à leur contexte, les aider aussi à monter des équipes de test. Je vais aussi faire des accompagnements un peu plus ponctuels pour aller détecter où il y a des soucis autour de la qualité et Ok. proposer des axes d'amélioration et voir peut-être accompagner aussi les clients à carrément monter une stratégie de test pour répondre à cette problématique-là. Sur certaines missions aussi, je vais accompagner des communautés de pratique Mhm. autour du test et depuis pas très longtemps autour d'autres sujets comme l'agilité, le développement et l'ops. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie bien. Donc ça permet aussi de voir d'autres choses, de faire des events aussi externes, comme on a pu. Oui, on sait la communauté agile et les communautés en fait chez Kiabi, on peut leur faire un gros big up. Je pense que c'est le bon moment. Ok, bah c'est cool, en fait, c'est ultra large et c'est super intéressant parce que là, on va parler de culture et culture, c'est très très vaste et Oui, surtout culture de la qualité. En oui. fait, moi, j'ai une question, pareil, hein, je pense que c'est important de mettre une définition. C'est quoi la qualité logicielle pour toi et même, enfin, peut-être une définition commune. C'est quoi la qualité logicielle? Alors, une définition commune, j'ai l'impression que c'est un peu complexe, mais vraiment Mhm, quand tu cherches, c'est un peu complexe. Et je pense que ça vient du mot lui-même en qualité, parce que quand tu mhm, cherches en dehors de la qualité logicielle, si tu cherches la définition du mot qualité, ben, en fait, c'est un attribut ou une appréciation de quelque mhm. chose. Donc déjà, quand tu dis appréciation, c'est assez subjectif. En fait, si tu cherches dans la philosophie ou dans d'autres contextes, quand tu fais c'est quoi la qualité, tu as pas de définition exacte du mot lui-même. En revanche, j'ai le truc vraiment commun, j'ai l'impression de toutes les définitions que c'est subjectif. Et Oui. donc, si tu dis qualité logicielle, c'est quoi? Ben, forcément, c'est des attributs de ton produit que tu es en train de construire. Donc, il y a des normes. Forcément, quand on travaille sur des choses normées, tu vas avoir des normes. Mhm, On va te lister la fiabilité, l'ergonomie, la résilience de ton produit, tout ce que la complétude des fonctionnalités. C'est des choses qui reviennent assez souvent dans les définitions officielles de ce que c'est la ok. qualité. En revanche, pour moi, bah, ça dépend de ce que tu veux faire de ton produit. Parce que peut-être que ton produit, il faut qu'il soit super ergonomique, mais en revanche, côté, je sais pas moi, résilience, ben, c'est pas très grave, parce que, je sais pas, peut-être que tu t'évolues dans un contexte où ton produit sera pas trop sollicité, et donc tu vas mettre l'accent un peu plus sur l'ergonomie. Et même au sein d'une même entreprise, si tu as des équipes qui travaillent sur un site web qui est destiné aux utilisateurs finaux, ben, on va mettre le paquet sur l'ergonomie, sur la facilité, l'expérience utilisateur. Et donc ça sera vraiment le plus important peut-être dans la qualité du logiciel. Et par contre, quand tu travailles pour des personnes internes à ton entreprise, Mhm. et c'est souvent on met le paquet sur la donnée, et c'est pas Oui. cool, mais on met un peu moins le paquet sur l'ergonomie parce qu'on se dit oui, mais c'est nos utilisateurs, on les connaît bien, ça va, c'est pas, je dis pas que c'est bien, mais c'est vrai parce que
même les utilisateurs eux-mêmes, ils vont préférer que la donnée soit fiable, que ce qu'ils font Oui. comme travail quand ils enregistrent, ils sont sûrs que ce qu'ils ont rentré, c'est ce qui va être transmis au système d'information, alors qu'ils vont être, plutôt coolants avec nous si le bouton est un peu décalé et donc je veux vraiment dire que c'est subjectif et que la qualité logicielle dépend de ce que tu veux faire de ton produit Mmh. et c'est pour ça que, nous testeurs, avant de commencer à tester, je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est de demander pourquoi on fait ce travail. Oui. Parce que peut-être que tu vas te dire: «OK, tout doit être, qualitatif» et du coup tu vas, essayer de mettre le même effort de test sur la partie ergonomique, la partie donnée et alors que dans le contexte, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc pour moi, la première question, c'est de poser, c'est: «Qu'est-ce que je veux faire sur ce produit-là? Pourquoi je dois tester?» pour savoir où mettre l'effort de test et en fait, ça m'arrive de donner des cours, à des développeurs, donc c'est pas des Mmh. formations pour devenir testeur, mais c'est plus de la sensibilisation à des étudiants de dernière année d'école Mmh. d'ingénieur pour se dire: «OK, quand je vais sortir, demain je vais produire des choses, il faut que ça soit des choses de qualité et je vais aussi travailler avec des profils qui vont avoir ce travail-là de vérifier la qualité, du produit». Ouais. Hem et donc au début, dans l'entrée en matière, je commence à leur dire, bah, un peu ce que c'est la qualité, c'est quoi les parties prenantes et à un moment, pour leur demander: «OK, mais si on teste pas, qu'est-ce qui peut se produire?» et là, je donne quelques exemples de bugs, assez célèbres, qui ont ouais, qui ont eu des conséquences comme Ariane 5 et comme les chiffres, un bug chez SFR qui a fait que les inscrits à France Travail, Pôle emploi à l'époque Mmh. n'ont pas été, en fait recontactés. Du coup, il y a eu une baisse, des chiffres de chômage, mais pas parce qu'il y avait eu moins de chômage, mais c'est parce que les gens ne sont pas réinscrits, Trop des drôle. choses comme ça et je leur dis: «OK, c'est quoi les conséquences?» On essaie de regarder un peu. Bah, il y en a où il y a eu du dégât matériel, il y en a, c'est vraiment de la perte de crédibilité. Il y en a, c'est plutôt un peu plus dramatique, quand tu as des machines, en médecine, c'est l'exemple, d'un traitement, je pense, au rayon, et qui a Oui. été pas mal étalonné et où là, où tu as des séquelles à vie ou des morts, où la conséquence, elle est pas du tout pareille et du coup, si tu connais pas la conséquence, tu peux pas mettre le bon effort de test et après, juste après ça, pour un peu dire: OK, mais parce que tout ça, ça nous paraît évident. Tu es dans médecine, tu sais qu'il y a des personnes qui vont avoir du traitement avec le rayonnement, tu vas mettre Mmh. le paquet sur les tests et juste après, je mets une image d'un biscuit, Lu, petit Ouais. et heu et en fait, le petit beurre de Lu, le nombre de dents et de points est super important, en fait, ils ont un détecteur à la fin de chaîne de fabrication. S'il manque une dent, ils le sortent, ils ne le mettent pas dans le paquet et je D'accord. leur dis: «Pourquoi?» Parce que c'est pas il y a pas d'incidence sur la vie des personnes, c'est pas parce qu'il manque un coin que tu vas t'étouffer avec. C'est oui, c'est ça. Mais c'est l'image de marque parce que c'était le premier biscuit, qui a lancé la marque, qui a permis à la marque d'exister et en fait, c'était une allégorie du temps, parce que la personne s'est inspirée du napperan de sa mère, en fait, où ça avait D'accord. une forme de napperan. Tu as les points à l'intérieur, je pense c'est les 24 heures de la journée et les 52 dents, c'est les 52, semaines de l'année et les 4 coins, c'est les 4 OK. saisons. Donc il dit: «Bah, c'est un biscuit que tu peux manger à n'importe quel moment». En fait, c'était ça l'allégorie. Tu m'apprends un truc là, je savais pas du tout, je Ouais, connaissais tu pas du vois? tout cette histoire et c'est On ultra on va faire intéressant. un podcast sur les biscuits. Grave. Mais le truc derrière, je veux dire ça, tu peux pas le savoir. Oui. C'est pas comme quand tu es dans la médecine, tu te dis: «OK, imagerie ou rayonnement, ça craint, je fais des tests». Ça, tu peux pas le Mmh. savoir. Tu poses pas la question: «Pourquoi je suis en train de tester? C'est quoi l'impact derrière?» et voilà, donc c'est là où je me dis: avoir une définition, globale de la qualité logicielle, c'est bien pour moins dire: «OK, je peux penser fiabilité, complétude des fonctionnalités et tout». Mais en revanche, si tu poses pas la question dans l'entreprise où tu travailles pour savoir pourquoi on produit, mon logiciel, il va servir à quoi, c'est qui les Mmh. utilisateurs, tu vas pas mettre le paquet là où il le faut, je pense. Ouais et en fait, pour faire même une, alors c'est pas une comparaison, mais plutôt regarder un petit peu ce qui se passe côté culture agile, il y a exactement la même problématique, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire être agile? Qu'est-ce que ça veut dire faire de la qualité? Et en plus, quand on parle de culture, c'est encore plus, dur parce que chacun a sa propre culture de, voilà, moi je pense que la qualité c'est ça parce que j'ai mon vécu, mes expériences. Moi je pense Mmh. que l'agilité c'est ça parce que c'est exactement pareil. Moi j'ai fait, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 2 ans de l'agilité de telle manière. J'ai fait de la qualité de telle manière et au-dessus de tout ça, tu as la culture d'entreprise sur laquelle nous, on doit s'interfacer et bah oui, enfin la culture d'entreprise sur de la qualité, tu peux pas avoir les mêmes, la même rigueur
quand tu fais de l'aéronautique ou alors du retail. T'as raison. Non, mais c'est vrai, bah, t'as l'impact, il est pas pareil. Et puis, Mm. bah, les souhaits ne sont pas pareils. Dans le retail, tu vas aller vite parce que tu as de la concurrence. Dans Oui. l'aéronautique, tu veux être fiable. Et ça, donc, dans le contexte, il faut baigner dans le contexte, poser des questions, se renseigner. Et donc, tu parles de culture de la qualité. Et c'est pareil, si on décortique un peu les mots, culture, c'est quoi? C'est des choses qui sont en commun entre des personnes. C'est de la transmission, c'est des choses qui évoluent aussi. Une culture d'entreprise Oui. n'est pas figée. Et donc, si tu fais quelque chose, mais que tu l'adaptes jamais, que tu dis, OK, ma stratégie de test, elle est comme ça, bah, OK, mais dans 1 an, peut-être que l'entreprise se dirige vers autre chose et ta stratégie, tu dois la revoir. Donc c'est quelque chose qui vit. Donc c'est toujours pense à chaque nouveau produit, à chaque nouvelle, idée qu'on sort, qu'on veut développer, poser la question: «OK, mais qu'est-ce qu'on veut faire avec?» Et comme ça, se dire: «Est-ce que je suis toujours cohérent? Est-ce que je suis toujours aligné Mm. par la culture de l'entreprise?» Parce que, si on se dit que je porte la culture de la qualité, autant, en tout cas, une des personnes qui participe à la culture de qualité en tant que testeur, mais est-ce que je suis, aligné avec la culture de l'entreprise ou pas? Et voilà, de toute façon, dans la culture, quand on parle d'art et tout, c'est du sentiment, tu vois? C'est du Oui. feeling. Quand on parle dans le monde de l'entreprise, nous, la culture de quelque chose, culture d'entreprise, culture de la qualité, Mm. on veut mettre des slogans et mettre des mots qui la représentent et c'est très difficile. Parce que d'une personne à l'autre, on n'aura pas la même sensibilité. Donc on veut l'écrire pour que ça soit clair pour tout le monde, mais je suis pas sûr que c'est suffisant. Si tu n'en discutes pas, tu es dans une entreprise, on te parle jamais de culture de la qualité, on peut avoir les Mm. mots écrits quelque part, bah, les gens ne seront pas sensibilisés en fait. C'est ça. Il y a un truc qui revient souvent, c'est le côté test. Et Ouais. c'est un cliché de parler de qualité, dire que c'est seulement tester, ou c'est plus compliqué que ça? Parce qu'on parle de testeur, on parle de QA. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un QA, c'est un Ouais. quality analyst. Il y a des quality managers, des quality leaders, etc. Est-ce que tu peux essayer de remettre la balle au centre en disant voilà la qualité, et peut-être voilà quels sont les rôles et à quoi ils servent en fait dans cette évaluation et dans cette amélioration de la qualité? Je pense qu'il y a eu un moment où oui, la qualité était portée par l'équipe qualité, l'équipe test. On avait une équipe à part qui arrivait, bah, à la fin pour tester, et donc quand tu fais partie de cette équipe-là, bah, tu dois signer avec ton sang, dire: «OK, mon produit, il est conforme». Tu es la Mmh. dernière barrière. Ce qui fait que en fait, je pense déjà, ça devait pas être très agréable, en fait, pour les personnes qui sont dans ces équipes-là, parce que tu es le dernier rempart, tu as la pression. Tu arrives à la fin, et aujourd'hui, je suis pas sûr que la qualité, elle est portée par les testeurs. En fait, elle est plutôt, pour moi, portée par les équipes produits. Mmh. Toute l'équipe, elle va s'engager sur la qualité du produit. En revanche, le testeur, il peut avoir un rôle, ou en tout cas, pour moi, il doit avoir un rôle de la personne qui rappelle la culture de la qualité. Oui. Donc on revient à ce qu'on disait avant, c'est, tu vois, une culture, elle doit être transmise et tout, mais elle doit aussi être rappelée, quelqu'un qui rappelle. Tu vois, comme moi j'aime bien quand tu dis que t'es agile agnostique, donc Mmh. ben, pour moi, pareil, dans la partie test ou QA, il y a pas de recette miracle, il y a pas de quelque chose qui marche partout, et du coup, on doit tout le temps adapter aux produits. Donc, tu as Mmh. 2 équipes qui sont sur le même plateau, qui travaillent sur 2 produits différents. Peut-être qu'ils vont avoir une stratégie test différente, et ça, pour moi, c'est super important. Et donc, avoir quelqu'un, qui est un peu le garant de ce qu'on fait pour garantir la qualité, c'est super bien. Ça doit être porté par le testeur. En revanche, non, la qualité, elle doit être portée par tout le monde. Le développeur, le PO, en tout cas toutes les personnes qui sont dans l'équipe de dev, portent la partie qualité. Et je sais pas si j'ai répondu à ta question ou j'ai Bah, fait le tour. en fait, là, pour revenir en fait sur l'histoire des rôles, finalement, on s'en fout de la dénomination. En fait, le test, ça reste un moyen d'aller éprouver de la qualité, de vérifier que ça marche. Et quand tu parles de côté agnostique, ouais, t'as la même chose que sur l'agilité, hein. C'est Oui, que peu importe les outils que tu vas mettre derrière, ce qui est important, c'est la valeur en fait. Et en fait, pour aller vérifier que tu fais quelque chose, en tout cas que ton logiciel est de qualité, tu mets en place un certain nombre de choses, tu automatises, etc. C'est ça, en fait, votre objectif, en tout cas sur toute cette population. Et il y a un truc qui me fait trigger, c'est le côté avant. Enfin, j'espère que c'est avant. C'est que les testeurs étaient embarqués à la fin. Et moi, j'ai déjà vu des trucs, tu sais, à l'ancienne, où tu avais les abacs en disant, ah, on va chiffrer des machins, des gros projets en cycle en V, où il y a une partie test, vous allez avoir une enveloppe de 200 000. Et ah, tiens, le test, ça équivaut à autant de kilos euros. Trop bien.
Ah, mais en fait, le client, il a pas le budget. Du coup, on l'élimine. Et fait, mais comment on va faire pour tester, pour vérifier qu'on livre quelque chose de qualité? Et c'était l'époque où quand même tout était tellement siloté que vous Hein. inquiétez pas, les développeurs ils vont le faire et les développeurs bah, des fois ils avaient pas non plus le temps parce que en gros ça revenait au même en fait Oui. le test n'était pas prévu dans leur charge de développement donc bah en fait ils livraient avec des bugs et en même temps voilà ça générait de la maintenance etc et moi je trouve ça rigolo parce que on est plutôt nous dans cette culture de on embarque tout le monde et quand je parle de tout le monde c'est aussi toutes les personnes responsables de la qualité, hein. Donc, tu as raison, par extension, c'est tous les gens dans une équipe. Et même Oui. si ta spécialité, c'est QA ou testeur ou peu importe, en fait, tu es embarqué au départ, tu vois, avec des rituels comme le Tres Amigos, où bah, en fait, tu fais Oui. partie de l'évaluation de la complexité et de la manière de faire les choses pour livrer quelque chose de qualité aux utilisateurs. Et même là, tu vois, quand tu viens de décrire comment ça se passait, il y a un moment où tu dis: «C'est parce qu'on se dit: "OK, les testeurs ne pourront plus faire les tests parce que Hmm. il y a plus de budget, donc les développeurs vont le faire"». Alors que ça veut dire bien que si tout se passait bien, les développeurs, ils ne testent pas et c'est les testeurs qui les testent et du coup, tu as aussi une déportation de la responsabilité. Alors que Oui. dans une équipe, agile, les devs, ils testent, c'est comme même eux les premiers qui testent parce que dès qu'ils produisent, ils testent, ils font leurs tests unitaires, ils font leurs tests d'intégration et du coup, ils ont un apport très, très important et même en volumétrie, je pense le volume de tests qui est porté par les devs, est énorme. On le voit peut-être pas, on n'en parle pas assez, mais je pense il est vraiment énorme. Mais c'est pas les mêmes types, c'est pas le même niveau de test et tu un testeur aussi, parce que je dis, un testeur, il porte la culture de la qualité, mais il teste aussi. Hmm. Donc il teste, il découvre des bugs, il les remonte, on corrige, il vérifie, qu'ils existent pas. D'ailleurs, tu vois, quand je parlais de tout à l'heure de mon poste, qui le nom du poste qui est pas forcément très explicite, ma fille, quand on lui demande, ce que moi je fais, elle dit, «chasseur de bugs». Ouais, bah, trop bien. C'est ce qu'elle a Chasseur de bugs. répondu à sa maîtresse, tu vois? Bugs Hunter, quoi. Ah C'est pas ouais, ouais, mal. ouais, ouais. Moi, j'aime beaucoup maintenant, je me présente plus comme ça. Franchement, tu J'ai plus devrais le mettre ça sur souci. ton profil LinkedIn, tu vois, Ouais, en je job pense aussi. title, ça enverrait du lourd. Tu vois le souci où tu es en dîner de famille et tu dis: «Qu'est-ce que tu fais?» Je pense que toi, tu dois le vivre en tant que coach Pareil, agile. Ah ouais, c'est quoi, ben, maintenant, j'ai plus le problème. Je me dis: «Bon, bah, chasseur de bugs, ça chasseur part». de bugs. Bah, hormis C'est... si tu penses que j'extermine des nuisibles, mais hormis ça, Ouais, faut déjà ça savoir ce qu'est un bug en fait en anglais et tout ça ça. La plupart du temps, les gens savent quand même ce que c'est un ouais, bug normalement, ça passe. informatique parce que leur téléphone, par exemple, se met à cracher. Tu sais, Ouais, oh, il y a un bug, voilà, tu vois. Je pense que culturellement, il y a quand même un truc grand public qui fonctionne, quoi. ouais, Pour ouais, revenir sur l'histoire des différents types de tests, c'est intéressant, ouais, parce que en fait, quand on parle de tests, on dit ouais, on va tester, super, mais c'est ultra simpliste parce oui, que tu as tout dit, hein, tu as le test unitaire qui est plutôt côté dev parce que c'est très technique. Tu as des tests fonctionnels qui sont possibles avec l'entre-deux, tu as du test transverse, tu as du pen test aussi. mmh, Voilà, il y a tellement de types de tests qui existent que toutes les personnes dans une équipe en fait, ont une responsabilité à un moment donné, quoi. Enfin, quand on parle de tests fonctionnels, très naturellement, moi, je pense plutôt à des PO, des PM, qui vont s'assurer qu'il y a une cohérence par rapport à une population d'utilisateurs et, enfin, des métiers. Et oui, bah, c'est tester, en fait, aller vérifier que ce qu'on est en train de produire, ça a bien du sens et de la valeur pour les utilisateurs. Et tu as le côté, en fait, user-centrique de la qualité. Enfin, on est là pour être au service du client. mmh. Déjà de base, quand même, ça c'est important de le rappeler, hein. Moi, j'aime bien faire cette petite piqûre de rappel. Et du coup, de la qualité, elle est là parce que il y a à aucun moment, et là, ça y est, on va rentrer dans les analogies, tu sais, petite comparaison. Il y a aucun moment où tu vas rentrer dans un magasin pour acheter une baguette et tu vas avoir une baguette avec la croûte qui s'effrite, avec une mie détrempée, avec un truc qui est pas cuit. Enfin, Ouais. voilà, en fait, tu sors avec un produit qui est de qualité. Enfin, en tout cas, c'est ce que tu attends. Et après, le goût, tu verras à la maison, tu vois, c'est autre chose. Mais ouais, enfin, on est bien au service et on livre des choses de bonne qualité. Et dans le logiciel, en fait, c'est exactement pareil, quoi. Bah, c'est ça et en fait, c'est ce que tu vois, tu viens de faire un peu toutes les populations qui testent et il y a aussi les Mm. métiers, tu vois? Avoir un des métiers qui testent, c'est super important, les intégrer et plus tu fais ça fréquemment, plus tes loops de feedback sont courtes. Mm.
bah, Oui. plus tu peux être réactif et puis, plus aussi tes métiers sont engagés, plus, tu peux faire des retours assez rapidement et plus aussi tu es sensibilisé, en fait. Quand tu rencontres les métiers, tu discutes avec eux. Je pense d'ailleurs que c'est un truc qui m'a fait rire dans un des épisodes, je sais plus, du podcast, quelqu'un qui dit, bah, des équipes qui ont des personas mais qui ont jamais rencontré leur métier, c'est quand même assez drôle ou Oui. peut-être, je sais plus si c'est pas Xavier, C'est possible, mais il me oui, semble. mais en tout cas, c'est Mais c'est un problème récurrent, ça, hein. mais C'est-à-dire, on c'est vrai. imagine des personas et puis derrière, on voit jamais les gens en face et tu dis, Ah, mais c'est fou, pourquoi? eh oui et nous, des fois, on fait des UAT, mais on n'a pas les métiers, donc tu fais des user acceptance testing sans les métiers, donc si tu substitues au métier, donc c'est vraiment important et je pense que les testeurs qui ont le contact avec les métiers sont privilégiés, en fait. Parce que Hmm. plus ils testent avec le métier parce que nous, on peut aussi, être utile pendant les UAT, en fait. Tu accompagnes les métiers, tu leur expliques, bah, voilà, sur cette version-là, voilà ce que la release comporte. Tu as déjà testé, toi, donc tu peux les accompagner sur ce qu'ils peuvent tester et tout. Tu vas pas leur montrer comment ils testent parce que c'est à eux de tester. Et après, pareil, quand il y a des bugs, tu peux les aider en tant que testeur à les rédiger pour que ce soit facilement, pris en compte par les développeurs. Tu vas Hmm. mettre tout ce qu'il faut pour reproduire le bug et tout. Tu accompagnes le métier là-dessus, c'est super. Et par contre, un truc qui se fait naturellement, mais sans qu'on s'en rende compte, c'est que ton testeur qui accompagne les métiers, il est de Mhm. plus en plus pertinent quand il va écrire ses tests derrière. Je sais que moi, par exemple, quand j'ai déjà testé sur des caisses, et en fait, je teste sur les caisses, et on a la chance, c'était chez Kiabi, tu vois, on a la chance d'avoir des vraies caisses avec du vrai matériel, des scanners et tout. On teste dans des conditions réelles. Par contre, j'ai fait du magasin. Je suis parti en magasin pour vraiment faire de l'encaissement pendant une journée et je me suis rendu compte que quand je me dis: «Je suis dans des conditions réelles», en fait, je suis en face de la caisse et je fais mes scénarios. Donc c'est assez fluide et Mhm. quand il y a une petite lenteur et tout, je m'en rends pas compte. En magasin, j'étais à côté d'une conseillère de vente et puis, au bout d'un moment, elle m'a laissé. Mais vraiment, elle m'a laissé en autonomie et j'étais déjà surpris, tu vois? Et heu Incroyable. et là, tu te rends compte que tu dois gérer la file, tu dois décintrer, tu dois, enlever l'antivol, démagnétiser, tu dois plier, mettre dans le sac. Tout ça en discutant avec le client, parce que le client, il Ouais. attend, lui demander sa carte de fidélité et tout. Et là, tu te dis: «OK, en fait, ce que je fais moi et que je pense que je suis en conditions réelles, c'est, peut-être 10 de ce que fait, la conseillère de vente qui était à côté de moi». Donc je suis revenu, je testais plus de la même façon. Le Ouais. moindre grain de sable, je me disais: Ça va avoir de l'impact, en fait, sur les clients, ça va avoir de l'impact sur la file d'attente qui est derrière et c'est super important, en fait, vraiment je pense que les testeurs qui sont en contact du métier, plus ils sont en contact, plus ils sont privilégiés, plus ils sont pertinents, en fait, sur leurs tests. Si. Tu sais, ça marche aussi, pour les PO, en fait. Tu vois, souvent, on va dire le PO est en contact avec les utilisateurs, alors quand c'est vrai, moi, je trouve ça déjà cool. Mais en Mmh. fait, ça devrait pas être que le PO, ça devrait être l'intégralité de l'équipe et on parle aussi, des QA et des testeurs. En fait, j'ai vécu aussi, cette expérience-là parce que j'ai fait aussi du test, encaissement il y a longtemps, où à l'époque, on avait, tu sais, des listes de ouf et une machine physique, dans un labo, Ouais. tu vois le délire? Et ouais, tu as raison, parce que là, il y a une confusion. En fait, tester une fonctionnalité, c'est vérifier que la fonctionnalité est ISO par rapport à un cahier des charges, tu vois? Les pays ont parlé de cahier des charges, mais tu peux aussi vérifier sur une user story ou peu importe comment est-ce que tu formalises et tu as la réalité où en fait la réalité est plus complexe parce que c'est un ensemble de process et de gestes métiers où ta fonctionnalité va être utilisée de telle ou telle manière et cette confusion-là, elle est ouf et tu as raison en fait, enfin, pour aller bien tester et vérifier que ça s'intègre parfaitement, tu as que le terrain. En fait, Oui. Clairement et après même si on revient sur la définition même des tests, en fait dans la littérature, tu dis: «C'est quoi l'objectif des tests?» On prend mmh, vraiment le truc, ISTQB, donc c'est vraiment le truc de base, c'est quoi des objectifs? Tu as découvrir les bugs, donc forcément tu découvres des bugs, mmh. tu corriges. Tu par contre, le deuxième, c'est valider que ton produit correspond à ce qu'attendent les utilisateurs. Donc quand on teste, on valide aussi et puis après, c'est donner aussi un retour sur la qualité du produit à l'équipe pendant qu'on est en train de produire, pas à la fin et se dire: «OK, non, finalement, on peut pas mettre parce que, le produit n'est pas de qualité» et donc on peut résumer ça assez facilement en 2 verbes, c'est vérifier et valider. Donc vérifier, c'est vérifier qu'il y a pas de bug ou les remonter pour les corriger. Valider, c'est valider que ça correspond à ce qu'attend le métier. Tu peux faire un truc où il y a pas de bug, mais qui sera jamais utilisé parce que ça correspond pas à ce qui a été demandé. Donc voilà, tu as ces 2 verbes-là, vérifier et valider, que je trouve, correspondent et puis après, par contre, donner de la visibilité, à l'équipe elle-même, peut-être aux sponsors, en tout cas à tout le monde qui est intéressé par ce produit-là.
Ouais, tu vois, quand on parle de PO et d'interface avec les utilisateurs, est-ce que tu penses que, en fait, ce serait au PO d'être suffisamment sensibilisé à la qualité ou, en fait, ne serait-ce que de savoir embarquer les bonnes personnes pour pouvoir améliorer la qualité? C'est une Bah, question un peu dure, hein. ouais, ouais, ouais. Bah, je pense que l'idéal, ce serait d'avoir les deux, tu vois. Un PO Hmm. qui, lui, déjà est sensible à la qualité, c'est super. Après, s'il peut embarquer des personnes, bah, c'est encore cool parce que, en plus de ça, on revient sur la subjectivité. On a tous ces sensibilités à soi. Et peut-être que quand tu embarques quelqu'un d'autre, il va venir et des fois, bah, le premier regard, il va te remonter un truc que tu n'as pas vu alors que tu es devant. Et puis après, pareil, dans les personnes du métier, tu en as qui utilisent des produits depuis 15-20 ans, ils vont trouver des cas que tu as. Parce que on est d'accord que quand tu fais tester les métiers, c'est pas forcément pour remonter des bugs, on appelle ça de l'acceptance, c'est parce qu'ils doivent s'approprier le produit, Mhm. euh, te faire peut-être de la pub. Si tu vas faire de la MEP, ils vont remonter dans le bureau, dire OK, c'est super, j'ai testé un truc, ça va nous faciliter la vie. Le jour de la MEP, ça se passera bien parce que les gens ils sont en attente et tout. Mais par contre, des fois, ils remontent des bugs qu'il y a que qui peuvent le faire et ça c'est super aussi. Après, il faut pas qu'ils remontent en fait le bug ou dès qu'ils cliquent sur le premier bouton, ça crache parce que là par contre, ils vont te faire Ouais, la mauvaise pub. ça craint, c'est Mais, comme mais ça, c'est ça c'est craint. important de pouvoir s'appuyer sur des gens d'expérience et tout. Et puis, on dit souvent, non, mais les métiers, ils testent dans leur coin ou ils veulent pas qu'on les accompagne. Et c'est pas vrai. Donc, côté Kiabi aussi, aujourd'hui, on a de plus en plus de métiers qui testent directement sur nos outils, sur Hmm. X-Ray. Ils ont des campagnes de tests sur Jira, ils savent remonter leurs bugs dans Jira. Et dans un tableau, ils te suivent le truc pour dire, OK, mon bug, il est en train d'être traité et tout. Ça n'a pas été facile. Parce que, pareil, c'est culture de la qualité. Il faut être patient, en fait. Ça, on a fait des démos pendant très longtemps. À l'époque, j'étais avec Julien Rouanet, on a fait des démos à plein de métiers et tout. On leur montrait X-Ray, ils disaient non, c'est trop complexe et tout. On est revenu, on a laissé ça de côté, on a refait des présentations à d'autres métiers. Ça a pris du temps, ça a pris 4 ans peut-être, où une fois, bah, je suis tombé sur une personne qui a accompagné le métier et qui m'a dit est-ce que vous avez des outils? Ouais, on a tout. Et en plus, j'avais toutes les fresques qui étaient prêtes. J'avais juste à dérouler. Je redéroule le truc. On me dit, ah, c'est super, ça va nous faciliter la vie. Donc, j'ai programmé des formations, des ateliers. J'étais là pour la première session de test où tu vois, j'ai pas fait grand-chose, j'ai juste fait un petit Mhm. rappel. Et puis après, je dis, je suis dispo sur Teams. Et il y a eu notre projet qui en a entendu parler, qui me contacte. Donc, je refais une démo, j'appelle une personne du premier projet pour faire un témoignage. Et aujourd'hui, on a 6-7 projets sur lesquels les métiers testent directement sur. Donc, voilà, il faut juste le premier exemple et tout. Et dès que tu montres qu'il y a des process qui vont faciliter la vie, je pense Mhm. qu'ils sont prêts à s'embarquer là-dessus. Ouais, et puis quand tu montres que ça marche, c'est là en fait où tu as un peu plus de facilité. Tu as tout dit en fait sur le côté culture de la qualité, culture aussi agile, mais en fait n'importe quelle culture, hein, culture d'entreprise, culture de développement, etc. C'est super long à bouger parce que c'est des choses qui, on a l'impression que c'est figé, on a des habitudes, on a de la résistance au changement et c'est normal. Par contre, en montrant que ça a un intérêt et que c'est efficace, qu'il y a du résultat, en fait, c'est comme ça qu'on trouve. Ça me fait penser, en fait, tu parlais de bugs et tout ça. Moi, il y a un truc, c'est un peu un de mes sujets fétiches du moment, c'est autour des KPI. Où, en fait, ouais, j'ai eu du mal avec les KPI, pourtant c'est intéressant pour mesurer, bah, en fait, si on s'améliore, on continue, si les choses évoluent. Qu'est-ce que tu penses, toi, du tracking, en fait, du nombre de bugs? Tu vois, un truc qui est trop simple, hein. Et, Mhm. euh, et en fait, très naturellement, moi, je pense aussi à l'historique. C'est souvent, les gens, ils posent un KPI, ils regardent le truc en disant, ah, voilà, là, c'est 52 bugs, c'est pas ouf. Et on se retrouve 3 mois plus tard en disant, vous avez traqué le nombre de bugs pour savoir, en fait, ce qu'on a mis en place en termes d'évolution, d'amélioration, pour voir si on avait réduit. Alors, des fois, c'est fait, des fois, c'est pas le cas, mais souvent, ils font pas la corrélation. Qu'est-ce que tu penses, toi? Enfin, qu'est-ce que ça serait en termes de préco, des KPI pour justement aller vérifier qu'on évolue, on améliore la qualité? Mais déjà, si on prend le KPI dont tu viens de parler, le nombre de bugs, tu dis il est simple, tu as raison, mais ça peut être parlant en fait. Après, est-ce que c'est le nombre de bugs total? Est-ce que c'est le nombre de bugs bloquants? Là, ça peut Mhm. être très parlant. Tu vois, tu te dis, bah, je traque le nombre de bugs bloquants et si j'en ai à chaque sprint, à un moment, tu vas te dire, OK, d'où ça vient? Mais par contre, tu as peut-être très bien résumé, c'est qu'est-ce que tu en fais de ce KPI? Est-ce que je vais aller chercher la cause racine et dire, OK, je remets ça? Et quand j'ai parlé des objectifs du test, le troisième, c'est donner de la visibilité. Bah, c'est ça. Dans ton équipe, t'imagines,
Premier daily du sprint, tu dis, ah, j'ai trouvé deux bugs bloquants. Le deuxième, ah, j'ai deux autres bugs bloquants. Le troisième, tu dis, attendez les gars, on va pas y arriver. On va jamais map parce qu'à chaque fois, on a des bugs bloquants. Donc ça, c'est un indicateur qui est intéressant sur le nombre, mais derrière, c'est ce que tu en fais. Si tu as juste Mm. le nombre, tu n'as pas l'historique, est-ce que tu en as de moins en moins? Bah, c'est très intéressant. Alors que tu as juste le nombre tout seul, ouais. Est-ce que tu as le nombre de bugs total? Tu vois, le nombre total, il diminue, mais quand tu as plus de bloquants, mais moins de mineurs, Oui. il faut voir juste le détail et savoir ce qu'on fait derrière de ce KPI-là. Après, en tout cas, du moment que c'est utilisé dans de l'amélioration continue, c'est super intéressant. Après, Ouais. tu peux avoir d'autres KPI. Si je fais mes tests, où on peut à un moment sur le nombre de tests, là, pas le nombre de bugs, mais de dire c'est quoi le nombre de tests que j'ai écrit, ça va pas être parlant en fait, ça sert pas à grand chose. Ouais. En revanche, si tu calcules ta couverture de test ou ta couverture de test par rapport à tes fonctionnalités critiques, là, ça peut avoir du sens. Ça peut avoir du sens. Tu dis: «OK, j'ai couvert les trucs les plus critiques, après je vais couvrir le reste». Pareil, avoir une couverture à 100, est-ce que c'est pertinent ou pas? Est-ce que c'est beaucoup d'efforts pour pas grand chose? À voir dans l'équipe, à voir ta ton appli, la sensibilité, l'impact qu'il y a derrière. Et après, ça te permet de détecter aussi, s'il y a des contraintes dans ton système, en fait. Mm. Et tu vois, moi, j'ai pas fait de formation d'informatique et quand j'ai fait mon école, à la fin de la formation, notre, responsable de formation nous a demandé de lire un livre qui s'appelle Le But. C'était Godlard, je pense, c'est Ok, un ouais, je connais professeur qui pas. a en fait, c'est le mec qui a sorti la théorie des contraintes D'accord. et en fait, il a sorti un bouquin qui se lit comme un roman. En fait, ça raconte vraiment l'histoire de quelqu'un qui arrive comme chef de production dans une usine. Il doit, le truc et du coup, il y a des problèmes avec, on raconte aussi sa famille, et tout. Tu lis vraiment un roman, sauf que le Mhm. mec fait découvrir des contraintes et c'est là où tu comprends la Excellent. la différence entre un goulot d'étranglement, une contrainte et tout et du coup, tu as des indicateurs qui peuvent te permettre, de voir où se trouvent tes contraintes et de réagir dessus pour améliorer ta productivité. Et pourquoi je parle de ça? Parce que des fois, le test aussi est vu comme ça, comme un goulot d'étranglement. Tu as un seul testeur dans la Oui. squad, on produit, on passe du temps à tester, mais pourquoi ça se passe comme ça? Parce que voilà, quand on dit tester, c'est pas que tester une fois que tu es livré. Il faut, Mm. décaler ça au début. Si ton testeur il est impliqué dans la préparation du sprint, qu'il challenge les entrants, que tu travailles tes critères d'acceptance dès le départ, avec l'équipe tu discutes, tu poses plein de questions, bah, ton Jira on l'ouvre 2-3 fois pour réécrire la phrase pour qu'elle soit pas interprétable, qu'elle soit pas ambiguë et tout, bah, tu auras Mm. moins de bugs et tes tests vont se passer plus vite. Tu peux faire du pair testing avec ton dev et au bout d'un moment, moi, j'ai déjà vu des équipes où les devs, ils sont avec du pair testing parce qu'ils le font toujours avec le testeur. Au bout d'un moment, bah, ils sont super sur le pair testing. Il y a des développeurs qui faisaient du pair testing avec les autres devs quand le testeur est pas dispo. Ça, c'est Et génial. bah, ça, t'as tout gagné. Quand ça arrive là, ou des devs qui te disent maintenant, je pose pas ma MR parce que j'ai pas à faire de pair test, bah, c'est super. Ça, c'est un indicateur. Ouais. Pas forcément mesurable, c'est un bon indicateur quand un dev te dit: «Non, non, je pousse pas parce que j'ai pas fait mon pair test». Mais en tout cas, à un moment, ton équipe, elle peut se débrouiller et du coup, tu passes moins de tests en tout cas, les tickets passent moins de temps dans ta colonne à tester et là, du coup, tu as pas de Oui. contrainte et après, tu as les indicateurs un peu globaux de toute la squad. Quand tu fais, bah, tu mesures le nombre de bugs après chaque production. En fait, c'est ta qualité à chaque production. Donc à chaque fois que tu fais un Mm. changement, tu calcules ça, bah, c'est pas un indicateur que pour les testeurs, c'est pour toute la squad, Oui. mais en revanche, il y a une grosse partie de la qualité. Quand tu, calcules le temps de mise en production, Mhm. beh, pareil parce que ça veut dire que tes tests se passent bien, tu as pas de retour en arrière et tout. Donc là, tu me vois arriver, c'est plutôt une Ah petite ouais. accélérate où il parle de ces indicateurs là, mais c'est des indicateurs pour toute la squad. Mais en Mhm. revanche, ils ont une vraie composante de qualité qui, en même temps, te mesure aussi la qualité de tes tests, la qualité de ton produit, ce que tu produis sur cette partie-là. Donc moi, j'aime bien les indicateurs comme ça où c'est un peu global pour toute la squad. Si tu parles de lead time, bah, c'est pas que le dev, c'est pas que le test, mais c'est au global. Mais t'as raison, hein, parce que si t'as un lead time de ouf, en fait, qui est ultra réduit, et que derrière, par contre, t'as produit des choses de mauvaise qualité, je veux dire, est-ce que t'es pas mieux à décélérer un peu et à produire mieux, en fait, ça? C'est une vraie question. Et c'est cool parce que ça me permet d'enchaîner sur le côté, les KPI pris de manière unitaire, ça vaut pas grand-chose. En tout cas, ça, Oui, c'est mon avis perso. oui. Par contre, les faire parler en confrontant avec d'autres KPI, tu vois, typiquement, si tu as des bugs bloquants, tu en as 2, 3, 4 sur une application où tu as 3 utilisateurs,
ce sera pas la même que une application où tu as t'as 3-4 blocs bloquants sur 100 000 personnes. Ça n'a pas le même impact en fait, et c'est la mesure de l'impact aussi, et de faire parler l'ensemble de ces KPI, que ce soit Ouais. la qualité, donc du coup tes bugs, mais aussi ta population, l'utilisation de ton appli, Ouais. etc., etc. Nombre Enfin, de rollbacks à chaque livraison. c'est Et, ça. et tout ça c'est important. Et tout ça, bah, ça se voit dans sa globalité, c'est en contact avec lui. Tu vois, si moi j'arrive en tant que testeur et j'applique ce que j'avais vu dans une autre entreprise et je dis non, mais on a un bug, on part pas en prod, et tu as un bug, toi t'estimes qu'il faut pas qu'on aille en prod. Et si t'en mets ton métier à côté, que tu vas lui dire, voilà, ta fonctionnalité, c'est ça, voilà ce qu'il y a comme bug dedans. Qu'est-ce que tu préfères? Je te livre parce que tu as besoin de la fonctionnalité, mais en revanche, ça, tu vois, c'est pas un bug bloquant, je parle pas forcément. Tu peux quand même l'utiliser, mais Non, en faire un truc dégrader. qui est pas dingue, voilà, c'est ça en mode Oui, dégradé, t'as raison. et qui te dit que ton métier va pas te dire si, bah, livre-moi, mais si vous la corrigez dans la semaine, ça me va. Oui. Euh, et donc ça, bah, tu vois, comme pour pas rester dans son interprétation du KPI que tu as défini tout seul, bah, voilà, je pense que ça se discute et ça se voit dans sa globalité. Ben, c'est cool, tu vois, ça me permet. Alors, on a parlé de beaucoup de choses et on va passer à la petite conclusion parce que ça fait déjà presque 40 minutes en fait qu'on est là, ça passe très très vite, hein. Et c'est cool parce que tu parles de qualité, même sur une fonctionnalité dégradée, etc. Du coup, ben, est-ce qu'une culture de la qualité, pour toi, ça se construirait à l'arrache? On va faire une réponse très rapide. Si tu m'avais posé la question au début que j'avais dit oui, on aurait fait ça des Voilà, c'est ça, 4. exactement. Non, mais à un moment, on en a parlé vraiment de la patience et je pense que oui, il y a vraiment du travail. Après, il faut avoir une vision de qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu appelles Hmm. culture de la qualité dans l'entreprise. Il faut de la patience, du temps et il faut que tu t'embarques des gens parce que les équipes, ça bouge, mais il faut toujours, je pense, avoir un noyau en fait qui est vraiment convaincu par cette culture de la qualité, de pourquoi on le fait, pourquoi ça apporte. Parce que si un jour, tu as des gens qui changent ton équipe et tout, et on te dit, bah, tu fais ça, pourquoi? Bah, parce qu'on a toujours fait comme ça ne marchera pas. Il faut avoir dans tes équipes des personnes qui peuvent expliquer le pourquoi on a fait ça, pourquoi on le fait. Et donc, je reviendrai peut-être sur les communautés. Je pense que les communautés, c'est quelque chose qui porte ce message-là. C'est une entité mouvante avec des entrants, des sortants et tout, mais qui au final garde dans son noyau la culture, donc la culture de la Hmm. qualité aussi, et qui peut donc te permettre d'avoir quelque chose de pérenne dans le temps et qui peut rester en place par la suite. Bah là, en fait, on parle voilà, de communauté, on va échanger autour des pratiques, des bonnes pratiques. Tu vois, Mm. moi, un truc que je trouve super intéressant, c'est le côté excellence et sens du service, en fait. Enfin, Ouais. moi, je considère que je fais partie d'un ensemble de personnes. On a besoin de faire de la pédagogie, on veut être dans l'excellence opérationnelle, on veut produire des choses de valeur, en fait, aussi pour nos utilisateurs. Par contre, tu vois, le dernier exemple que tu m'as cité, je trouve ça intéressant, c'est est-ce qu'à un moment donné, si tu as un utilisateur qui a vraiment besoin de quelque chose, d'une fonctionnalité, parce qu'en fait, il est bloqué, ça fait partie de son geste, il y a des impacts de ouf, et tu sais pertinemment que ta qualité, elle est pas dingue, mais tu vas mettre tout ton poids du corps pour le régler le plus rapidement possible, en fait, notre responsabilité, elle est aussi là. Mais ça veut dire que ta culture de la qualité, elle existe, Ouais. on a conscience, on est aussi capable de faire des concessions, en même temps, le but, c'est de régler au plus vite. Et en fait, tu restes au service de ton utilisateur. Dans tous les cas. Allez, Et transparent, tu sais, le c'est côté clairement ça. transparence de on sait que là, c'est pas optimum, on vous le dit et on Ouais. va le régler. C'est vrai, Euh, moi je suis dans une équipe, c'est pas pour découvrir des bugs, c'est au final pour livrer un produit, un service à un client. Et derrière, bah, il faut savoir quand est-ce que je le fais. Et tu vois, je remonte, j'ai eu des testeurs qui dépriment quand on décide de pas corriger des bugs qui les ont remontés. Mais ouais, des fois, c'est la réalité. En fait, si ça te coûte beaucoup trop cher, mais qu'au final, tes métiers s'en passent parce que c'est aussi eux qui payent. Bah, c'est pas oui. grave, il faut pas le prendre personnellement parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas là pour remonter des bugs, on est là pour rendre un service de qualité et cette qualité, bah, la barre, elle est mise à un endroit en discutant avec les personnes qui vont utiliser ton produit. Tu peux pas la définir toi-même, sinon tu vas la mettre trop haut, trop bas et ça ne fonctionnera pas, quoi. Ok, et ben, sur ces dernières paroles, je pense qu'on est pas mal. Je te remercie beaucoup, Nabil, pour ton intervention. T'as trouvé ça cool?
Ouais, franchement, merci pour l'invitation. Et puis, ça m'a fait plaisir. Tu vois, je fais la saison Bah, 2, donc je suis content. J'avais déjà vu la tu saison m'étonnes, moi 1. aussi, ça me fait plaisir de t'avoir eu et voilà, pour cette saison 2, c'est top. Je te Je suis remercie, je remercie hâte de aussi voir tous les l'épisode. auditeurs et on se dit à très vite et bonne continuation et à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt, Joanne. Salut, à Salut. bientôt tout le monde. Salut. Merci d'avoir écouté À l'arrache ou quoi. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi et lâche ton meilleur com sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouvel épisode sur la culture agile en entreprise. Ciao, ciao.